Je m'appelle Elvia Teotsky, je suis artiste plasticienne et je vis et travaille à Marseille. Et donc nous sommes ici dans mon atelier, dans le 2e arrondissement de Marseille. En fait, j'ai une formation initiale en agronomie tropicale et en socio-économie du développement rural. Et donc j'ai été vraiment formée à élaborer en fait des diagnostics agraires, des analyses d'un terrain en prenant en compte tous les paramètres, toutes les composantes environnementales, sociales, techniques d'une zone. C'est quelque chose que j'ai mis de côté dans un premier temps, on va dire, mais en fait, finalement, aujourd'hui, je l'assume complètement, cette double formation, et j'interviens énormément dans pas mal d'espaces d'exposition avec cette double casquette aujourd'hui. Pendant la formation en arts plastiques et aux beaux-arts, évidemment, ma pratique était quand même essentiellement une pratique d'atelier, mais c'était un peu comme un laboratoire déjà. Donc je travaillais énormément la matière, la question matériologique m'intéressait énormément. À partir du moment où j'ai eu le diplôme des Beaux-Arts et j'ai commencé à faire des résidences, là je suis revenue sur le terrain et c'est vrai que là, quelque part, je retrouvais un petit peu plus d'intérêt pour certains territoires et notamment des territoires ruraux. Aussi des zones un petit peu affectées à la lisière des activités humaines et industrielles ou agricoles. Et aussi aller un petit peu questionner aussi ces paysages, questionner ces zones parfois un petit peu altérées qui ont été modifiées aussi par l'homme. Pour parler de l'agar-agar, en fait, j'aurais envie de dire que c'est un matériau qui est généralement pas utilisé en sculpture. En l'occurrence, pour ériger des sculptures, des colonnes comme je souhaitais faire, c'était vraiment pas, pas approprié du tout parce que c'est un gélifiant naturel, extrait d'une algue brune. Et donc on le retrouve dans de nombreux domaines, autant dans l'agroalimentaire, dans la pâtisserie et même dans la fabrication d'autres plats, parce que c'est utilisé comme épaississant. Mais ensuite, on le retrouve aussi énormément en cosmétique. Et c'est très très présent aussi dans les laboratoires scientifiques, parce qu'en fait, ça constitue la base des substrats de culture dans les boîtes à pétri. Donc, pour mettre en œuvre justement le développement d'une bactérie, d'un micro-organisme, c'est très utilisé par les scientifiques pour ce côté neutre. Et donc, en sachant que c'est une matière assez molle, justement malléable, périssable et qui est justement aussi très sensible à tous les micro-organismes présents dans l'air, quelque part ça m'amusait de tenter de faire des colonnes à partir de ce matériau-là. Évidemment en sachant par avance que ça allait se transformer, se modifier, puis tomber aussi, et parfois se détériorer en fait au fil du temps. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer vraiment des transformations de ces matières qui finalement résistent au temps, qui résistent aux facteurs externes en fait, et à tous ces environnements changeants. Et donc il y a finalement des nouvelles formes de vie qui apparaissent sur des matières ou même parfois des terrains, aujourd'hui comme je les analyse beaucoup, des terrains affectés quoi. Et donc finalement on se rend compte qu'il y a des cycles de vie et que rien ne meurt vraiment jamais en fait. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi de travailler sur cette installation de sculpture qui, c'est vrai, contaminait l'espace, mais finalement au fil du temps disparaissait aussi. Donc inévitablement, comme elle était constituée d'eau, elle réduisait et se desséchait, se déshydratait. Donc jusqu'à sa quasi-disparition. Mais en fait, au final, justement, il y a une nouvelle forme plus stabilisée qui s'est mise en place, qui montrait bien justement toute sa résistance au temps et sa durabilité, en fait, quelque part.